Pour cette première émission, nous allons parler du premier empire africain, donc je parle de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, qui s'appelait l'Empire du Ghana, donc qui était un royaume, un tout petit royaume, avant de devenir empire vers le 7e siècle, et qui a existé pratiquement jusqu'à la fin du 11e, début 12e siècle. Donc c'est ça que je vais vous parler au cours de cette émission. Je me présente une fois de plus. Je suis Amadou Ba, historien, écrivain, chercheur. Je travaille beaucoup sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire des diasporas africaines, notamment l'histoire des Noirs au Canada. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc du Ghana. L'émission sera axée sur un certain nombre de points. D'abord, je vais parler du début de l'Empire du Ghana, les fondateurs de cet empire-là, à savoir le peuple soninké. Montrer également que le Ghana était un empire très prospère à l'époque, notamment connu par l'exploitation de l'or. D'ailleurs, on l'appelait le pays de l'or. Ensuite, expliquer les relations avec le monde extérieur, notamment le commerce transsaharien et le monde avec les relations avec le monde musulman. Mentionner également la force militaire, comment le Ghana a réussi à partir d'un royaume devenir un empire, occuper une bonne partie de la région, comment il était aussi organisé politiquement, socialement, et enfin la monnaie, la question monétaire. Est-ce que, comme aujourd'hui, on se sert des billets de banque, est-ce que c'était quoi la monnaie à l'époque au Ghana? Et nous finirons sur le déclin. Qu'est-ce qui explique que le Ghana a décliné à partir de la fin du 11e, début 12e siècle? Donc c'est cela qui va être l'objet de notre discussion aujourd'hui sur l'Empire du Ghana. Merci. Donc je commence avec un rappel en mentionnant que c'est grâce aux fouilles archéologiques, aux textes de voyageurs arabes pendant l'époque médiévale et surtout à la tradition orale ancestrale africaine transmise de génération en génération depuis des siècles que l'on connaît le premier des grands empires du Moyen-Âge africain, que les ancêtres soninké et africains appellent le Ouagadou et qui est connu dans les sources, notamment arabo-musulmanes et dans le monde européen sous le nom de Ghana, l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana était donc un état de la période dont le rayonnement se situe entre le 7e et le 11e siècle, en Afrique de l'Ouest, bien que ses origines remontent à une époque beaucoup plus ancienne. Géographiquement, on peut le situer entre la vallée amont du fleuve Sénégal et celle du Niger, plus précisément la zone comprise entre l'est du Sénégal, le sud de la Mauritanie, l'ouest du Mali. Et c'est cette région appelée le pays soninké, mais aussi avec d'autres peuples également qui sont là, et aujourd'hui encore c'est la présence de beaucoup d'autres peuples. La capitale s'appelait Koumbi Salé. C'était une ville prospère. Les fouilles archéologiques récentes ont montré que la ville de Koumbi Salé se trouve dans l'actuel territoire de Mauritanie, donc dans le sud de Mauritanie, et exactement en pays soninké. C'est aussi important de rappeler que l'Empire du Ghana ne doit pas être confondu avec l'État actuel ouest-africain qui porte le même nom, à savoir la République du Ghana, qui était une ancienne colonie britannique portant le nom de Gold Coast, donc la Côte de l'Or. Cette colonie fut baptisée sous le nom de Ghana en 1957 au moment de son accession à l'indépendance, à l'honneur de ce premier empire africain. C'est une décision qui a été prise par les autorités de la République du Ghana nouvellement indépendante, notamment Kwame Nkrumah, qui était un grand panafricaniste, un grand intellectuel, qui a voulu se débarrasser du nom de Gold Coast, qui symbolisait sur lui la domination de la pression coloniale, et prendre un nom beaucoup plus africain, avoir une ligne d'africanité dans ses orientations et dans ses visions politiques. C'est cela qui explique que l'actuel pays Ghana s'appelle Ghana, alors que nous ne sommes pas dans le même territoire géographique. La République du Ghana actuelle est très loin de l'espace géographique de l'Empire du Ghana. Ça aussi, c'est très important à
à rappeler. Donc, une fois cela dit, il faut préciser aussi que, compte tenu donc de manque de connaissance de ce premier empire, il est donc nécessaire de vraiment donner la chance à nos auditeurs d'apprendre un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et c'est sûr qui aimeraient aussi encore connaître mieux c'est quoi l'histoire de l'Afrique précoloniale. Surtout aujourd'hui, c'est nos jeunes qui veulent connaître leurs origines, l'histoire de leur origine, mais aussi d'autres peuples qui veulent encore mieux apprendre sur l'Afrique. C'est pour cela qu'il est important de parler des débuts, les fondateurs, l'expansion, le rayonnement, ainsi de suite, les relations internationales, etc., etc. Pour passer donc à la première partie consacrée à l'origine, je vais revenir par exemple sur les sources qui ont permis donc de réécrire cette histoire. Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions en ce qui concerne les origines du Ouagadougou, de l'Empire du Ghana. Les sources archéologiques sont celles qui font remonter les racines du Ghana très loin. En tout cas, plus loin que tout autre. C'est-à-dire, ici on parle du néolithique de l'époque du Dar Tichit Walata. Un grand historien mauritanien, je crois, qui s'appelle Mohamed Ould Khater, est l'auteur d'un article très édifiant sur le sujet et qui a été publié d'ailleurs dans une revue scientifique, le journal des panafricanistes, à la revue Percée. Donc il mentionne cela. Ensuite, on peut évoquer la tradition orale ouest-africaine qui indique que le Ouagadougou, noyau de l'Empire, aurait été fondé vers le 3e siècle avant Jésus-Christ par une population armée venue de l'Est conduite par un dénommé Dinga Sissé. D'autres font remonter le Ghana vers 500 après Jésus-Christ. Enfin, les textes écrits sur l'Empire du Ghana nous ont été légués par des géographes arabes qui vivaient en Afrique du Nord et en Espagne. À l'époque, l'Espagne musulmane, notamment Al-Andalousie, qui regroupe une bonne partie de l'Espagne du Sud et puis de Portugal, touchant aussi un peu la France actuelle. Ces dernières sources ne mentionnent pas l'origine lointaine du Ghana, mais donnent des informations sur son apogée, c'est-à-dire quand il est devenu empire entre les 7e et 11e siècles. Ces documents sont donc les plus précis que nous avons pour reconstituer cette histoire du Ghana. Dans ces manuscrits rédigés par des chroniqueurs arabophones, le royaume aurait été fondé par le peuple soninké. À l'époque, qui était un peuple animiste. Donc, animiste ici, c'est un terme péjoratif, mais nous voulons dire des croyances traditionnelles africaines, des religions traditionnelles africaines. Nous préférons ce terme-là. Vivant à la limite au sud du Sahara. D'après les Tariq al-Soudan, histoire du Soudan, le Ghana aurait été fondé au 3e siècle par un peuple noir de cultivateurs, les Soninké. Grâce à ces sources, les auteurs arabes savaient déjà au 18e siècle que le royaume du Ghana existait au sud du Sahara. Le Sahara constituant donc une barrière même qui était beaucoup plus accessible à l'époque aujourd'hui. Il avait également entendu dire qu'il y avait un grand fleuve au pays du Soudan. Le mot Soudan est dérivé de Bilad as-Soudan. Les arabo-musulmans ont en effet désigné la zone qui couvre la savane de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne et du Sahel sous ce nom de Bilad as-Soudan signifiant la terre des Noirs. En raison de l'utilisation précoce de ce terme arabe, la savane ouest-africaine est devenue le Soudan occidental à l'opposé du Soudan oriental que nous connaissons aujourd'hui, est composé du Soudan du Sud et la République du Soudan. Il est également important de rappeler que la toute première référence au royaume du Ghana par des historiens attribuée à l'astronome arabe Mohammed al-Fazari au 7e siècle. Et il est cité aussi par Al-Masoudi, etc. Les régions sur lesquelles s'étendait l'Empire du Ghana, si on regarde donc l'étendue géographique, elles sont caractérisées par de vastes prairies, des arbres géants largement dispersés, des précipitations saisonnières, des fleuves importants, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal dans sa partie haute. Les géographes pensaient que ce fleuve d'ailleurs, le fleuve Niger qui est quand même très long, pratiquement 5000 km, ils le confondaient avec le Nil, ils pensaient qu'ils étaient au Nil.
Donc nous ne connaissons pas trop bien cette région d'Afrique à leur arrivée. De royaume, le Ouagadougou des Soninké allait se transformer peu à peu en empire sous l'impulsion de la dynastie des Cissé Tonkara, dont le catalyseur est Kayamagan Cissé. Les rois du Ghana les plus connus sont Dinga Cissé, Dinga, vers 750. D'autres, sous les noms moins connus, ont régné entre 800 et 1400. On peut parler par exemple de Rayo, vers 1040, de Bassi, 1040 à 1062, de Manin, 62-76, la dynastie de Yariso, avec plus de 7 souverains entre 1087 et 1180. Puis c'est l'occupation avec les Kanté sous l'impulsion du chef Soumaoro Kanté, qui va reprendre la partie restante et puis étendre son royaume sur le Ghana qui avait décliné. Le royaume de Ouagadougou doit son extension rapide grâce notamment à ses richesses en or. Le terme Kayamagan, titre de l'empereur, signifie le maître de l'or, mais aussi le fait de son organisation politique, du travail du fer par ses forgerons et surtout de ses conquêtes sur les petits royaumes voisins qu'il intégra un par un pour devenir un véritable empire vers le 7e, 8e siècle. Ceci, nous tenons d'un grand historien soninké de la région qui s'appelle Diagana, qui a écrit un livre en 2011 sur la question. Qui sont donc les Soninké? Ces peuples africains qui ont donné le ton. Les Soninké occupent n'occupent pas une place vraiment considérable aujourd'hui dans les États africains puisqu'ils sont minoritaires dans les pays actuels de la région. Si on prend le cas du Sénégal, par exemple, les plus connus, ça va être les Wolofs, les Toucouleurs, les Peuls, etc. Si on va au Mali, ça va être les Bambara. Si on va en Mauritanie, on parle plus de population hassania, même si une bonne partie de la population est noire. Les peuples soninké sont minoritaires dans ces pays, et puis c'est un peuple qui a beaucoup migré, donc qui a voyagé à travers l'Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique. Les Soninké constituent sur le plan ethnique et linguistique la branche du nord du groupe Mandé. Donc ils se comprennent un peu avec les Bambara aussi, ils appartiennent à la même branche. Le peuple souvent mêlé à d'autres populations, ils sont pour la plupart localisés dans la vallée du fleuve. Je ne vais pas donner les statistiques dans les pays où ils représentent, mais ils sont présents dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ils sont majoritairement au Mali, on parle d'environ 10%, mais on en trouve au Sénégal, dans le sud de la Mauritanie, on en trouve jusqu'en Côte d'Ivoire, on en trouve au Burkina Faso, etc. D'ailleurs, la capitale Ouagadougou vient du terme Ouagadou. C'est pendant le déclin de l'Empire du Ghana que des gens qui ont quitté l'Empire du Ghana s'installaient dans cette région, ont appelé leur ville Ouagadougou, en l'honneur de Ouagadougou, où ils sont originaires. Une des grandes caractéristiques de l'Empire du Ghana, c'est qu'il est décrit comme un empire très prospère. Il était économiquement très riche. Ceci est mentionné dans toutes les sources écrites le concernant. Les sources que nous avons consultées, que ce soit la tradition orale, que ce soit les sources arabo-musulmanes, que ce soit les sources archéologiques, vraiment ça revient. La prospérité est rendue possible grâce à une économie dynamique et très diversifiée. Celle-ci s'appuie à la fois sur une agriculture opulente, des ressources naturelles et minières abondantes, des échanges non seulement internes avec les différentes provinces externes, avec le Maghreb et le monde arabe. Sur le plan agricole, il est important de noter qu'une grande partie du territoire de l'Empire du Ghana bénéficie d'une position géographique idéale favorisant une agriculture productive et abondante. En effet, sur les parties sud, ouest et est de ce vaste État fédéral, il y avait une grande disponibilité de terres fertiles et de nombreux cours d'eau qui permettaient de faire plusieurs récoltes dans l'année. Les crues des fleuves ajoutées aux pluies hivernales créaient une situation très propice à la diversification des cultures. Ces avantages ont rendu possible d'excellentes récoltes et des excédents. Dès lors, les cultivateurs du Ghana pouvaient échanger ces excédents avec les populations voisines, non seulement à l'intérieur de l'Empire, mais aussi à l'extérieur.
de celui-ci, notamment avec les tribus berbères, les Maures, les Touaregs et bientôt une partie du monde musulman jusqu'en Arabie. La disponibilité des terres fertiles et irriguées par les fleuves ou arrosées par les pluies a donc permis aux occupants de cet empire de s'adonner à l'agriculture, d'exploiter leurs ressources naturelles et de créer une brillante civilisation. Les populations du Ghana sont poussées, ont donc passé de la survie préhistorique à une époque de civilisation à cause donc de ces avantages-là. Tout comme on peut dire l'Égypte est un don du Nil, on pourrait dire également pour le Ghana un don de la nature de la savane ouest africaine et surtout de deux grands fleuves, à savoir le fleuve Niger, connu sous le nom de Djoliba par le peuple manding, ou bien l'actuel fleuve Sénégal. Ça, c'est des éléments qui ont permis vraiment le rayonnement de cette civilisation. Notons aussi l'agriculture, à côté de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'extraction minière, les relations, le commerce, tout cela, ça va favoriser vraiment que le Ghana soit un très très grand empire. Donc les éleveurs avaient de vastes espaces verdoyants où ils pouvaient promener leur bétail, leurs animaux. Et puis ça c'est vraiment explicité par un article de Herskovitch en 1926 où il fait une comparaison avec le peuple Maasai de l'Afrique de l'Est, donc ce qui se passait dans ces régions ouest africaines et de l'Est de l'Afrique. Les produits tirés de l'élevage donc complètent les rendements agricoles des cultivateurs sédentaires. Ici, les cultivateurs vont amener le mil, le fognon, le sorgho, mais aussi des fruits et des légumes comme les melons, la patate douce, etc. Et le surplus est destiné aux échanges. Ils vont changer donc avec des produits laitiers, de la viande, etc. avec les éleveurs. En plus de l'agriculture et l'élevage, comme j'ai dit, la pêche et le commerce étaient des secteurs très développés de l'Empire du Ghana. Les géographes arabes ont tous mentionné que cela et ont conclu que cette prospérité économique a rendu possible l'existence d'un grand centre urbain sur les bords des grands fleuves. Donc on avait mentionné quelques grandes villes à l'époque du Ghana. En plus de Kombi-Salé, il y avait des villes comme Djéné, il y avait Silla, il y avait d'autres villes, notamment basées sur les bords des fleuves. C'est vraiment l'historien Djibril Tamsignan aussi qui a apporté quelques connaissances sur ces villes-là, notamment dans son étude sur l'Empire du Mali, qui n'est que la suite de l'Empire du Ghana. Il parle de son emplacement, il parle également de certaines importances de ces villes pour le rayonnement des civilisations, notamment dans les 9e et 10e siècles. Pour ne pas trop m'attarder sur cette question, je vais également parler maintenant de l'or. Le Ghana a été décrit comme le pays de l'or. L'or est étroitement lié à la naissance et à l'importance de cet empire-là. Ce dernier était décrit comme l'un des endroits les plus fortunés en or dans le monde pendant le Moyen-Âge. Les mines d'or, de fer y étaient intarissables. Le pays de l'or correspond aux régions aurifères du Bambouk, donc aujourd'hui situé dans la partie du Mali et du Bouré, mais aussi une partie du Sénégal, l'est du Sénégal, le Ngalam, le pays soninké. C'est des régions où il y a beaucoup d'or encore aujourd'hui. Alors, même allant jusqu'à le sud de la Mauritanie, des pays comme la Guinée, c'est des régions très aurifères, riches en minerais, et même l'actuel Burkina Faso et une bonne partie du Mali. Les grandes compagnies minières du monde, notamment aujourd'hui canadiennes, américaines, françaises, britanniques, australiennes, chinoises et même indiennes, rivalisent pour obtenir des contrats d'exploitation de ces ressources en Afrique, dans les pays ouest-africains. Donc, vous voyez, nous sommes dans une région qui a encore des potentialités minières très très fortes. En fait, ce qui a attiré l'attention des géographes arabes, en premier lieu, et leur désir ardent de visiter le Ghana ou de laisser des témoignages, ce sont les histoires qu'ils ont entendues des voyageurs et commerçants. Ces individus que les voyageurs arabes les individus qu'ils ont questionnés ont mentionné la présence de quantités énormes d'or.
C'est ainsi qu'à la fin du 8e siècle, l'astronome universitaire arabe Ibrahim al-Fazari a appelé le Ghana le pays de l'or. Et ceci est repris dans le livre de Livingstone et de Hopkins dans leur corpus Early Arabic Sources for West African History. Et ils ont mentionné vraiment ce que disait al-Fazari. Donc, pour les géographes arabes, comme al-Fazari, al-Hamdani et d'autres encore, le Ghana était un mystérieux lieu confondu souvent dont les fleuves sont confondus avec le Nil, mais qui était très riche en or. Ça, c'est une information qui revient très très souvent dans les descriptions des géographes arabes. Nous avons aussi, vers le XIVe siècle, quand le Ghana a décliné, d'autres sources qui ont été transmises également et qui mentionnent cette présence d'or sur le Ghana. Les géographes disent que l'abondance de l'or dans l'ancien empire du Ghana est renforcée par aussi ce que disent les géographes arabes est renforcé par la tradition orale africaine qui confirme que c'est une région riche en or. Aujourd'hui encore, les populations de la vallée du fleuve désignent l'or sous le nom de Ngalam. Moi, je suis originaire d'une région au Sénégal où quand les femmes, par exemple, veulent dire l'or pur, le vrai or, ils disent Ngalam. Donc Ngalam, qui correspond à la région qui porte le nom de Ngalam, donc dans l'est du Sénégal, le noyau de cet empire du Ghana-là. Ça, c'est très important, montrer aussi que c'est pas seulement les géographes arabes, que même dans les langues africaines, cette présence-là, elle est visible. D'énormes sources agricoles, minières, des produits d'élevage artisanaux ont donc permis le rayonnement de cette civilisation, mais aussi le Ghana avait la chance d'avoir des forgerons qui travaillaient le fer. Et cet avantage leur a donné la chance de faire des armes. Et plus tard, nous verrons que c'est comme ça qu'ils vont dominer les royaumes pour constituer un empire. Un autre élément important, c'est que le Ghana était un acteur clé du commerce transsaharien. Parmi les acteurs qui ont finalement élevé le royaume au niveau, parmi les facteurs qui l'ont élevé, donc on peut mentionner le contrôle du commerce transsaharien. Les routes de commerce. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les bateaux, les avions pour le transport, mais à l'époque, c'était sur le dos de dromadaires et puis qu'il faut traverser le Sahara et tout le commerce se faisait par là. Et le Ghana en était un acteur clé. Le commerce transsaharien animé par ce métal, donc notamment l'or et d'autres ressources, était constitué un passage, passant par donc le Ghana, passé par la Mauritanie avec des grandes villes comme Aoudagos, puis le Maroc, Sidi Massa, les villes berbères, à l'Afrique du Nord, finalement jusqu'à l'Europe méditerranéenne et puis le monde arabo-musulman. C'est là où se passait. Et puis le Ghana recevait également des produits venant de ces régions, notamment arabo-musulmanes, comme les chevaux. Vous savez que les chevaux ont été introduits en Afrique par la conquête arabe. Ce sont des chevaux qui ont été tirés de l'Asie, notamment de la Mongolie, et qui viennent avec les Arabes. À l'époque, avant cela, les Africains utilisaient plus d'autres moyens de transport que les chevaux. Mais aujourd'hui, le cheval est très présent dans les cultures et les civilisations africaines. Il y a aussi le sel qui fait partie des produits. Il y a des mines de sel dans la région et le sel permettait de conserver les aliments. Et aujourd'hui, même si nous avons nos réfrigérateurs et tout, à l'époque, le sel joue un rôle très très important dans la conservation des aliments. Il permettait de corriger aussi les menus, etc. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point. C'est simplement pour montrer que de la même façon qu'il donnait des produits, il recevait également. Notamment, comme j'ai parlé des chevaux, mais aussi recevait du cuivre, des dattes et des produits, même y compris des produits venant du monde à l'Andalousie. Et les découvertes archéologiques ont trouvé des choses datant de cette époque qui n'étaient pas de la région. Les conquérants arabo-musulmans apportaient donc ces choses-là et prenaient des choses donc sur le Ghana. C'est ça qui faisait la dynamique des relations entre le Ghana et le monde extérieur. Donc pendant que Ghana recevait,
ces choses et qu'il donnait, mais aussi il tirait d'autres produits comme la noix de cola dans les régions forestières, hein, ou bien des cuivres, des pots de bétail, hein, qui étaient utilisés, ou bien même le fer, hein, des articles de cuir, plein de choses, hein, du poisson séché, du riz, des céréales, hein, le riz africain qu'on ne connaît pas beaucoup, mais aussi il y a des épices, des mils, des miels, des fruits. Tout cela était dans le commerce. Vraiment, c'était très dynamique et les échanges étaient très importants. Au fur et à mesure que l'expansion se développe dans le Maghreb et qu'elle s'installe par la suite en Afrique, un autre facteur va arriver, c'est surtout l'islamisation, la conquête des arabo-musulmans et surtout aussi la question de l'esclavage qui va changer un peu la dynamique de la région et fragiliser un peu l'empire du Ghana. Ça va faire partie d'ailleurs, quand je vais y arriver, des conséquences, des causes qui ont permis le déclin. Alors, je vais juste mentionner un peu sur le Ghana comme une force militaire. J'en ai parlé que les forgerons travaillaient le fer et ont permis, avec cet avantage du fer, d'avoir des armes que les autres peuples n'avaient pas. Par exemple, ils avaient des sortes de flèches qu'ils appelaient le gundaï. Ils avaient des sortes d'arcs qu'ils appelaient le tombi. Donc, une certaine technique qui permettait. Et puis surtout, quand ils ont obtenu les chevaux, ils ont créé des sortes de chars qui vont être tirés par les chevaux et mettre des choses pour aller faire leur conquête. Ça a donné l'avantage pour le Ghana. Socialement, le Ghana était politiquement et socialement, c'est l'empereur qui résidait à Kombi-Salé qui régnait sur les autres provinces. C'était une sorte de confédération parce qu'il y avait d'autres provinces, par exemple l'actuel Tekuru, le royaume Soso, il y avait des royaumes dans d'autres régions qui aussi avaient avec leurs dirigeants, mais eux ils dépendaient de l'empire du Ghana. Donc c'était un vaste empire dont l'origine est antérieure d'ailleurs à beaucoup de, comme je l'ai expliqué. On rappelle que le Ghana était capable de mobiliser 200 000 hommes pour sécuriser et protéger ses populations. Donc une forte armée qui est composée donc non seulement des peuples soninké, mais aussi des autres peuples de tout l'empire. En dessous de l'empereur se trouvaient 12 patriarches qui étaient les conseillers des descendants directs des compagnons de l'empereur. Ces derniers étaient choisis sur la base de leur connaissance de leur personnalité. Ils se réunissaient avec les plus hautes autorités pour étudier et discuter de toutes les situations et de tous les problèmes de leur solution possible. On parle par exemple des chefs de clans comme les Wagé. Il y a aussi des chefs de guerre chargés de l'organisation de l'armée et la supervision des opérations sur le terrain. Ici, on a 18 généraux qu'on appelait à l'époque les Nana. Obligatoirement, 9 d'entre eux montaient sur des chevaux à roues et 9 d'entre eux sur des chevaux donc blancs. Il y avait aussi des gouverneurs militaires des provinces, des régions. Ils étaient au nombre de 12. C'est un chiffre qui correspond au nombre de provinces. Donc l'Empire du Ghana avait 12 provinces qui dépendaient de lui. Chaque province était dirigée par un gouverneur qui s'occupait des questions locales et régionales. Ces gouverneurs portaient le nom de Fado. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve ce nom même en pays sérère, qui est très loin, hein, parce que c'est quand même, ça faisait partie de ces dépendances-là. On note aussi l'existence d'officiers supérieurs appelés en langue soninké les Hida, ainsi que des éclaireurs pendant les guerres. Ceux-ci avaient mission d'aviser l'empereur de la présence de l'ennemi qui était vu. Il y avait 7 notables chargés de surveiller les Wagé afin que tous les interdits soient respectés. Ensuite, il était secondé par 7 assistants. Vous voyez la répétition du chiffre 7 également, qui est un chiffre très important dans la cosmogonie et dans certaines réalités religieuses. Mentionnons aussi l'existence de responsables de police connus sous le nom de Samasadura Woudara. C'est un mot assez long, c'est une composition de plusieurs mots. Toujours sur le plan social, le peuple du Ghana comportait 3 couches sociales qu'on retrouve dans les pays ouest-africains actuels.
On parle des nobles, des gens de caste et des paysans. La tradition orale rapporte donc à cet effet le cas des Yerere, par exemple, qui est une tradition écrite dans un livre de Silla et de Jeterlen en 1992. Il énumère fréquemment le nombre de fonctionnaires qui avaient la charge de tractation commerciale ou autres, comme les adjoints, les responsables des rites religieux, etc. Donc c'était une société quand même socialement bien organisée et politiquement. Alors assez rapidement, je parle de la monnaie. En Afrique de l'Ouest à l'époque, au Ghana ou ailleurs, on utilisait les koris qui servaient de monnaie. C'était la plus populaire pendant plusieurs siècles. Ces soi-disant koris d'argent sont en fait des coquillages d'un petit gastropode qui vient dans les eaux tropicales des océans Indien et Pacifique. Du temps de l'Empire du Ghana, les koris étaient et même encore très très longtemps après l'Empire du Ghana, c'est ça qui était utilisé comme monnaie. Le joli coquillage blanc a toutes les caractéristiques requises d'une devise facile à manipuler et transporter grâce à sa légèreté non périssable, utilisable par des paiements modestes ou larges. Sa forme la rend instantanément identifiable et difficile à contrefaire. Il y a très peu de différence physique entre plusieurs koris, ni en forme ni en taille, ce qui les rend faciles à compter. Aujourd'hui encore en Afrique occidentale, ils continuent à être utilisés comme des bijoux ou des objets de décoration. C'est grâce à ces échanges avec le monde musulman que le Ghana a pu mettre en place une monnaie commune par le biais des koris. En effet, les commerçants arabo-musulmans transportaient des koris des îles Maldives, de l'océan Indien jusqu'en Égypte, puis à travers le désert jusqu'au marché de l'Afrique du Sahel et de la savane. Très longtemps après l'Empire du Ghana, les Africains de l'Ouest ont continué d'utiliser les koris comme monnaie. D'ailleurs, même quand les Européens ont débarqué sur les côtes ouest-africaines à partir du XVe siècle, et jusque longtemps après, ils ont accepté les koris comme monnaie des populations africaines. Excusez-moi. Alors, je vais aller maintenant au déclin. Pourquoi le Ghana a décliné? Le déclin du Ghana donc s'explique par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels c'est la poussée musulmane en Afrique subsaharienne qui a vraiment modifié un certain nombre de choses. Les Almoravides, qui sont des djihadistes des temps médiévaux, et de l'autre côté, on a aussi une perte d'unité et de motivation. Alors, au 8e siècle, on a des tribus comme les Zanata, les Berbères de la région de l'Atlas marocaine, qui sont convertis à l'islam. Mais ensuite, ça va être le tour des Sananja, cette transmission religieuse. Ils voulaient convertir donc l'Empire du Ghana. Mais aussi, il y avait un besoin de contrôler les routes du commerce du Sahara. Alors, il y a eu beaucoup de guerres, et la plus connue, c'est en 1076, qui a vu la défaite donc, du Ghana et la fragilisation. Mais avant cette date, même en 1054, les djihadistes ont repris Aoudagos des Soninké, donc la partie mauritanienne. Et puis, véritablement, comme je dis, en 1076, c'est la défaite la plus cuisante. Les combattants berbères réussirent à s'emparer de la capitale Koumbi Saleh, la ville même qu'Abou Bakr Ben Omar appelle Ghana. L'empereur appela sa population à la mobilisation, mais on va voir que vers le 11e siècle, pratiquement, le Ghana commence à décliner. L'autre chose, c'est une période où il y a eu des changements climatiques aussi, quelques sécheresses qui ont perturbé l'agriculture, mais aussi l'élevage. Les productions étaient moins, donc ça fait que les populations également ont eu des problèmes. Les populations du nord de l'Empire, par exemple, converties, acceptent aussi le pouvoir musulman. Il y a une fragilisation, et les autres vont dans les régions forestières. Et une bonne partie des populations de la forêt aujourd'hui africaine viennent aussi de ces régions-là. Il faut également mentionner que les chevaux ne pouvaient pas aller dans ces régions à cause d'une mouche qu'on appelle la mouche zézé, qui empêchait des animaux comme les chevaux et les troupeaux de vaches et d'autres de vivre là-bas.
Voilà en gros ce qu'on peut dire des causes du déclin de l'Empire du Ghana. Et quand l'Empire du Ghana va décliner, on va voir donc l'émergence d'un autre empire qui va être l'Empire du Mali, dans la même région géographique, mais qui va être encore beaucoup plus vaste, sur laquelle nous allons revenir, la prochaine fois. Pour conclure, l'Empire du Ghana fut le premier empire médiéval ouest africain fondé par des Africains noirs, donc les Soninké, qui vivent encore dans la même ère géographique, mais aussi ailleurs en Afrique et dans la diaspora. Toutes les sources utilisées, que ce soit archéologie et les autres sources traditions arabo-africaines ou arabo-musulmanes, confirment la prospérité, la richesse, l'organisation politique, sociale de l'Empire du Ghana. Donc, le déclin de l'Empire s'est fait avec une combinaison de facteurs, notamment les conquêtes djihadistes, la fragilisation, le changement climatique, mais aussi la division de certaines provinces converties contre d'autres. Alors, il y a beaucoup de sources, je parlais des sources arabo-musulmanes, mais aujourd'hui, vous avez quand même des livres pour compléter vos connaissances sur l'Empire du Ghana. Vous avez Bachili, roi et pope de l'Empire du Ghana. Il y a aussi de la Fosse, un des grands administrateurs français qui avait écrit sur le Haut-Sénégal-Niger. Il parle de ça. Il y a Diagana qui parle de la légende du Ouagadougou vue par Si Yatabare. Il y a aussi Gondimbo et J.H. Béton qui parle de l'écriture de l'histoire en Afrique, l'oralité toujours en question. Vous avez l'histoire générale de l'Afrique, notamment un chapitre sur les Almoravides et le commerce des routes transsahariennes. Vous avez également Tidjane Ndiaye, Mémoire d'errance, qui aborde ces questions. Old Qatar, le site Gangara, la fin de la culture tichite et l'origine de Ghana. Très bon article également. Les sommets de Yelimane, de Solé. Et puis Silla Djaterlen, l'Empire du Ghana, paru aux éditions Kartala en 1992. Voilà les sources qu'on peut utiliser, et sans doute d'autres encore pour mieux comprendre et apprendre sur l'histoire du Ghana. Je vous remercie et je reviendrai bientôt avec vous sur l'Empire du Mali. Au revoir.